Bouclier. Ah, Oui, bonjour, madame, je suis là. bonjour Thierry Bouclier. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors Thierry Bouclier, vous êtes avocat fiscaliste, mais vous êtes aussi écrivain. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais politiques et historiques, parmi lesquels un essai La République amnésique. Je rappelle aussi que vous avez publié une biographie remarquée du célèbre avocat Jean-Louis Tichet-Vignancourt, et vous avez publié il y a quelques mois chez Pardès, dans l'excellente collection Qui suis-je, une riche biographie de Pierre Drieux-La Rochelle. Alors, cet ouvrage, ramassé autant que structuré, laisse imaginer au lecteur que vous l'avez en quelque sorte choisi et que vous avez peut-être une histoire avec cet écrivain. Pouvez-vous nous dire pourquoi Pierre Drieux-La Rochelle? Eh bien, écoutez, j'ai lu Pierre Drieux-La Rochelle très jeune, puisque je devais avoir à peu près une vingtaine d'années, fin de mon lycée, début de mes années de droit, donc voilà, 18-20 ans. Et j'ai lu à l'époque Gilles, qui est, je crois, un de ses romans majeurs, qui m'a profondément marqué, qui a, je crois, marqué toutes les personnes qui ont pu le lire, quelles que soient les époques où cette lecture a eu lieu. J'ai également lu très jeune Rêveuse bourgeoisie, ainsi que Le Feu follet, et donc j'ai été marqué jeune, voilà, j'étais un jeune homme lorsque j'ai lu ces trois livres, et par la suite j'ai continué à lire l'œuvre de Drieux-La Rochelle, et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire cette biographie, sachant que de très nombreuses biographies ont déjà été écrites sur Drieux. Drieux a constamment été étudié, il s'est suicidé en 1945, mais dès les années 1950, des biographies, des travaux ont été effectués, son œuvre a été très largement étudiée. Et l'intérêt, effectivement, comme vous le disiez, de la biographie, des biographies qui paraissent chez Pardès dans cette collection des Qui suis-je, eh bien, c'est qu'en 128 pages, avec de riches illustrations, on a l'essentiel de la vie et de l'œuvre d'un auteur. Alors, je vous dirais presque qu'on a plus que l'essentiel. Je trouve que c'est un exploit, ces biographies. Parce que ramasser avec les mots qu'il faut, en 128 pages, la biographie d'un grand écrivain, je dis que c'est un exploit. Voilà ce que je pense personnellement. Et c'est un très beau travail. Alors, je voudrais un peu qu'on pénètre un petit peu dans la vie de cet auteur. Je crois que rarement, vous me direz ce que vous en pensez, mais rarement le tragique et le pathétique se sont retrouvés dans un être en même temps. Et l'édition de ses œuvres dans la Pléiade en 2012 constitue-t-elle pour vous une reconnaissance littéraire? Ah bah, écoutez, c'est incontestable, parce qu'on peut dire que cette publication de la Pléiade, c'est quand même le saint des saints. On a tous les grands auteurs, on pourrait dire de manière peut-être un petit peu excessive, il y a les écrivains qui y sont et ceux qui n'y sont pas. Le fait que Drieux, l'ensemble de son œuvre romanesque y figure, c'est effectivement, je dirais, une consécration, et la preuve que on peut, puisque parfois on dit faut-il dissocier l'œuvre de l'homme, voilà, donc à partir du moment où on sait que Drieux a eu l'engagement qui était le sien pendant la guerre, eh bien on peut dire que cela est presque oublié, balayé, et c'est incontestablement une consécration, une reconnaissance de la qualité de l'œuvre romanesque de Drieux, le fait que celle-ci ait été publiée à la Pléiade. Oui, alors c'est même, je pense, c'est une ouverture. Moi, je considère que ça a été une ouverture parce que je ne suis pas sûre qu'on l'ait fait pour d'autres écrivains dont les positions politiques sont encore, si vous voulez, dans notre histoire, parfois tues. On essaie d'éviter. C'est pour ça que je trouve que ça a été un choix. Et un beau choix. Alors, c'est pour ça que je voudrais en venir à ces positions politiques à l'époque
quand il était vivant, ont-elles eu une influence sur sa reconnaissance d'écrivain de son vivant, quand il vivait? Alors, je crois que pour bien que les auditeurs comprennent qui était Drieux et comprennent, puissent en quelque sorte rentrer déjà dans son œuvre, je crois qu'avant de parler de ses positions politiques, si vous le permettez, il faudrait peut-être retracer très rapidement ce qu'a été sa vie. Voilà, exactement, tout à fait. Voilà, parce que si vous voulez, vous avez dit très justement tout à l'heure que c'est un homme qui concentre sur sa personne beaucoup de drames, beaucoup de malheurs, et ces malheurs ont effectivement influencé énormément son œuvre. On peut dire qu'il y a eu deux grands malheurs dans sa vie, deux grands événements importants. Il y a tout d'abord eu sa jeunesse, son enfance, puisque Drieux est l'enfant de parents qui ne s'aimaient pas. Il a toujours vu ses parents se déchirer constamment pour des problèmes sentimentaux, pour des problèmes financiers. Et bien évidemment, les premières années de sa vie ont été marquées en quelque sorte par cet échec familial. Donc ça, c'est une première chose, et ce malheur familial imprègne une grande partie de ses écrits. Ensuite, Drieux a eu, je dirais, un deuxième échec. C'était l'échec, je dirais, dans ses études, puisqu'il s'est présenté au concours de Sciences Po, alors qu'il était un écrivain, un élève brillant, un étudiant brillant. Tous ses camarades de promotion pensaient que Drieux serait reçu haut la main à cet examen de Sciences Po, et il échoue. Ce qui a été pour lui un véritable drame, un véritable échec. Suite à cet échec, donc on a dit échec de l'enfance, on va dire échec de la jeunesse dans ses études, il résilie en 1913 son sursis militaire, il fait son service militaire, et 1914 arrive, et là, eh bien, ça va être le troisième événement marquant de la vie de Drieux, c'est le premier conflit mondial, où Drieux va être blessé à plusieurs reprises, à Charleroi, aux Dardanelles, à Verdun, et Drieux va ressortir marqué profondément de ce premier conflit mondial. Et donc, lorsqu'il va commencer à écrire au début des années 1920, eh bien, il a ce passif derrière lui, le passif de son enfance, le passif de sa jeunesse, le passif de sa guerre, et ces trois éléments vont imprégner l'ensemble de son œuvre. Oui, et de sa vie aussi, parce que... Et de sa vie, bien sûr, et de sa vie, puisque bien évidemment, revenant de la guerre, eh bien, il aura un regard sur la vie, et notamment sur les femmes, sur la possibilité d'avoir une relation amoureuse, qui sera totalement transformée, et donc... Avant la Première Guerre mondiale, il avait fait la connaissance de la sœur d'un de ses amis, Colette Géramec, sœur d'André Géramec. André Géramec qui sera tué à Charleroi au début de la guerre. Et donc Colette Géramec le dira bien dans une lettre, lorsqu'elle voit Drieux en 1917, eh bien ce n'est plus du tout le jeune homme qu'elle avait connu avant le déclenchement des hostilités. Et elle voit bien que les mois, les semaines passées par Drieux au front l'ont profondément marqué et profondément changé. Oui. Et alors, justement, alors, ce que je voudrais aborder aussi avec vous, c'est quand il est devenu écrivain, et à l'époque, dans les années 20, il a eu des relations avec d'autres écrivains de l'époque. Sa relation avec Louis Aragon, par exemple, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Exactement. Il y a un petit peu une image d'Épinal qui serait de dire, voilà, comme Drieux, comme on va le voir peut-être dans le cours de notre discussion, a été engagé dans la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, on va se dire, voilà, tous ses grands amis auront été les autres collaborateurs comme lui. Or, pas du tout. Les personnes qui ont le plus marqué Drieux, c'est effectivement Louis Aragon, comme vous venez de le dire, c'est également Gaston Bergerie, c'est Emmanuel Berle, et c'est André Malraux. Alors, en ce qui concerne Aragon, effectivement, Drieux et Aragon ont été extrêmement proches, ils ont été les meilleurs amis, avant de devenir probablement les meilleurs ennemis, avec une rupture qui intervient au
milieu des années 1920. Mais de 1919 à 1925, Drieux et Aragon sont très amis, sont inséparables, et je crois qu'une amitié cachée demeurera toujours, parce que même si Drieux aura des mots extrêmement durs l'un envers l'autre, Drieux, dans son journal, aura des mots extrêmement durs à l'égard d'Aragon, mais probablement que c'est un petit peu cette haine qui ressemble à de l'amour, même si officiellement ils se détestaient, ils se haïssaient après leur rupture, eh bien je pense qu'il y avait toujours une amitié secrète qui demeurait en chacun d'eux. Donc, Aragon, très proche de Drieux, j'ai cité également l'homme politique Gaston Bergerie, j'ai cité Emmanuel Berle, et puis surtout Malraux, qui restera toujours, lui, l'ami de Drieux, malgré leurs engagements politiques opposés. Ils se rencontrent à la fin des années 1920. Malraux sera toujours proche, toujours en rapport avec Drieux, et notamment en 1945, lorsque Drieux se cachait parce qu'il était recherché du fait de son engagement sous l'occupation, Drieux va rentrer à nouveau en contact avec Malraux qui était devenu le colonel Berger, qui était dans les forces françaises libres, et Drieux va faire demander à Malraux est-ce que celui-ci accepterait qu'il s'engage à ses côtés dans ces forces françaises libres, en quelque sorte pour le laver. Oui, excusez-moi. Pour le laver en quelque sorte des accusations portées contre lui. Et Malraux va donner son feu vert pour que Drieux le rejoigne, mais Drieux finalement avait fait cette demande à Malraux uniquement pour être certain que Malraux lui soit resté fidèle, que Malraux accepte sa demande, et une fois qu'il a su que Malraux ne l'abandonnerait pas, eh bien Drieux bien sûr ne l'a pas rejoint et il s'est suicidé le 15 mars 1945 comme on le sait. Oui, alors, à propos de son suicide, j'ai pu lire à travers certains écrits que Malraux avait cette tendance suicidaire. Il semblerait... Oui, pardon, excusez-moi, Drieux. Pardonnez-moi. Drieux avait cette tendance suicidaire. N'avait-il pas déjà, auparavant, tenté de se suicider ? Alors, effectivement, alors Drieux raconte dans un de ses écrits que la première pulsion suicidaire qu'il ait eue, il n'avait pas encore 10 ans. Donc effectivement, il a entendu une fois ses parents parler d'un suicide, et donc il a compris très enfant que effectivement on pouvait mourir à la fois jeune et pas mourir de manière naturelle. Il a eu une véritable velléité de se suicider lorsqu'il a échoué à Sciences Po, puisque là, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, cet échec a été ressenti comme un véritable drame. Toute son œuvre, ensuite, est hantée par le suicide, notamment son excellent livre, Le Feu follet, qui retrace les derniers jours de la vie de Jacques Rigaud. Jacques Rigaud, qui était cet écrivain issu du mouvement dadaïste dans les années 1920 et qui s'est suicidé en 1929 à l'âge de 30 ans. Donc Drieux raconte les derniers jours de la vie de Rigaud, ce suicide qui a profondément marqué Drieux. Et effectivement, en 1945, il fait 2 tentatives de suicide, sachant qu'effectivement il va être arrêté, sachant que voilà, cette idée de suicide l'a toujours hanté durant toute sa vie, et il réussit avec la 3e tentative. Alors c'est quoi? Il savait qu'il allait être arrêté. Alors, je pense que effectivement, il y a toujours eu ce mal-être dans la vie de Drieux, et donc on va dire que son suicide en 1945 a été l'aboutissement de ce mal-être. Et si vous voulez, Drieux effectivement voit qu'il s'est engagé pendant la guerre, qu'il a perdu, et dans un de ses écrits, eh bien, il fait cette constatation. Il dit voilà, je me suis engagé, j'ai perdu, j'ai joué en quelque sorte, je réclame la mort, et Drieux se suicide donc après avoir écrit ces dernières lignes. C'est un homme des extrêmes toute sa vie.
Alors c'est un homme effectivement, oui. Alors toute sa vie, pas nécessairement, puisque bon, si jamais on reprend son engagement politique dans les années 1920, Drieux est plutôt proche du parti radical. C'est pas du tout un homme, qu'on va dire, extrémiste politiquement. Il cherche des solutions politiques parce que on a dit tout à l'heure effectivement qu'il y avait ce qu'il avait marqué. Drieux a toujours été hanté par la notion de décadence. Voilà. Il croit effectivement à la décadence de la France, il croit à la décadence de l'Europe, et hanté par cette idée de décadence, il va essayer d'y trouver les remèdes. Et dans les années 1920, il a effectivement cet engagement auprès du Parti radical, avec des hommes, tout à l'heure on l'a dit, comme Gaston Bergerie, qui était une des figures du Parti radical, quelqu'un comme Bertrand de Jouvenel, voilà, qui n'étaient pas des gens particulièrement extrémistes sur le plan politique. Et puis finalement, il se rend compte que le changement, le bouleversement, la réaction face à cette décadence ne va pas venir du Parti radical, et on va dire que l'événement qui va véritablement bouleverser son engagement politique, ce sont les événements du 6 février 1934, où Drieux est témoin, comme d'ailleurs l'a été Brasillac, de l'émeute qui se passe place de la Concorde. Il voit effectivement la violence avec laquelle les manifestants sont réprimés. Et au lendemain des événements du 6 février 1934, eh bien Drieux ne va pas hésiter à se proclamer fasciste, qui est une synthèse pour lui donc du socialisme et du nationalisme, mais un nationalisme qui n'est pas, je dirais, un nationalisme maurassien au sens du terme, mais un véritable nationalisme européen, puisque Drieux veut dépasser le cadre national, veut dépasser le cadre de la patrie et vraiment à une vision européenne des événements et des États. Oui, alors dans ses écrits, parce qu'il a touché un petit peu à tout, hein, dans ses écrits. Il a été poète, romancier, essayiste, il a même écrit une pièce de théâtre, il a effectivement touché à tous les styles. Il a touché à tous les styles. Ce qu'il en reste de nos jours, c'est peut-être plus la partie de romanesque, en fait. Alors écoutez, les essais ne sont pas périmés. Vous voyez, les éditions Pardès ont réédité il y a 2 ans son essai Mesures de la France, où effectivement Drieux aborde la notion de nation, la notion de continent, la notion d'Europe. Et un des points extrêmement intéressants dans cet essai, c'est que Drieux met le point sur la crise démographique. Et il voit dans la crise démographique, dans les États qui n'ont plus de politique nataliste, qui ne font plus suffisamment d'enfants, une des causes de la décadence. Il est extrêmement intéressant de voir que cet essai qui a été écrit en 1921, qui insiste vraiment de manière très, très, très rigoureuse sur cette notion de crise démographique, je dirais, prend tout son éclat de nos jours. On peut dire qu'en 1921, si le 19e siècle avait été, effectivement, il y avait eu une baisse de la natalité, si effectivement il y avait eu une saignée à cause du premier conflit mondial, on ne peut pas dire qu'en 1921, la France, l'Europe, on va dire au sens large, le monde occidental était déjà dans la situation qui est la sienne aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment une actualité, une pertinence de cette réflexion qui n'a pas vieilli. Oui. Alors, d'où lui vient sa réputation de dandy de la littérature? Parce qu'à une époque, ça s'est beaucoup dit. On disait plutôt que c'était un dandy de la littérature plutôt qu'un grand écrivain. D'où vient ça, cette analyse? Alors, il y a plusieurs causes. Il y a Drieux lui-même, parce que Drieux s'est constamment dénigré. Drieux a constamment dénigré sa propre œuvre, donc il y a ça. Ensuite, il n'est pas contestable que Drieux a été, d'ailleurs c'était le titre d'un de ses romans, de son premier roman, L'homme couvert de femmes, qui est sorti en 1925, et c'est vrai que Drieux a été, je dirais, de conquête féminine en conquête féminine,
étant toujours, déçu. Il s'est marié 2 fois. Ces 2 mariages ont été un échec. Il a eu ensuite effectivement beaucoup de relations avec des femmes, d'ailleurs très souvent brillantes. Mais voilà, donc Drieux n'a bien évidemment pas eu une vie sentimentale stable. Sa vie sentimentale a été, on peut le dire, un échec, d'où effectivement cette image de l'homme en quête perpétuelle de la femme qu'il va pouvoir aimer peut-être pour la vie et qu'il ne trouvera jamais. Alors écoute, oui, alors on a encore 5 minutes, alors je vais vous poser une question. Je crois que Drieux fascine encore. Alors qu'est-ce qui fascine chez Drieux aujourd'hui, de nos jours maintenant? C'est l'homme ou l'écrivain, d'après vous? Je pense que les deux. Je pense qu'il y a effectivement cet homme qui se révèle à la guerre. Donc tout à l'heure j'ai cité plusieurs de ses romans, mais on peut également citer son excellent livre La Comédie de Charleroi, où là on voit effectivement Drieux partir à la guerre, guerre qui va le marquer, qui va le blesser, mais un homme qui va être véritablement révélé, qui va se révéler à la guerre, et il va d'ailleurs très bien l'écrire. Donc il y a effectivement cet homme, ce guerrier, ce combattant qui fascine. Il y a également cet homme, qui sera à la recherche perpétuelle du bonheur, qui sera à la recherche perpétuelle de la femme qu'il pourrait aimer. Donc il y a effectivement le côté humain de Drieux, le côté désespéré de Drieux qui fascine, qui interpelle et qui interroge, qui ne peut laisser personne indifférent. Donc ça, je dirais, c'est le côté homme. Et ensuite, il y a le côté écrivain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que il faudrait que toute personne lise un livre comme Gilles, qui est, selon moi, un véritable chef-d'œuvre, mais je dirais qu'il n'y a pas que Gilles. Les éditions Pardès ont également réédité, là, il y a quelques mois, son roman Rêveuse bourgeoisie, qui est le roman de sa vie, qui est un très très grand roman, une très belle œuvre littéraire. Et donc, je pense que toute personne qui lirait Rêveuse bourgeoisie, ou d'ailleurs qui lirait Le Feu follet, dont je parlais tout à l'heure et qui a également été réédité par les éditions Pardès, qui raconte les derniers jours de la vie de Jacques Rigaud. Le Feu follet est un huis clos admirablement bien écrit, et d'un point de vue littéraire, Drieux était et reste un grand écrivain. Oui, alors au moins c'est très clair. Alors, dans tout ce qu'on lit, tous ces romans que vous venez de citer, est-ce que vous considérez qu'ils sont autobiographiques? Oui, dans chaque livre de Drieux, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de ses poèmes, qu'il s'agisse de ses essais, qu'il s'agisse de ses romans, on retrouve toujours une part de Drieux, et on peut même dire que dans chacun de ses livres, sous une forme différente, Drieux se met toujours en scène. Voilà. Je crois que c'est sans doute le propre de beaucoup d'auteurs. On retrouve chez beaucoup de romanciers une part d'eux-mêmes, mais chez Drieux, cette caractéristique, je dirais, est presque poussée à l'extrême. Donc c'est ça. Donc si on veut connaître Drieux, on peut commencer par lire ses romans. Exactement. On le découvrira au fur et à mesure. Oui. Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut découvrir Drieux-La Rochelle? Quel premier... Alors, je crois que vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure. Il faut commencer par Gilles. En fait. Alors peut-être que je conseillerais d'abord Rêveuse bourgeoisie, puisque Rêveuse bourgeoisie, d'ailleurs il vient d'être réédité, et Rêveuse bourgeoisie, je dirais, est très facile d'accès, et on comprend très vite en lisant ce roman que les personnages renvoient à Drieux lui-même, à ses parents, à ses beaux-parents, à son épouse, voilà. Donc on retrouve très bien, et il est tout à fait facile d'identifier le roman par rapport à Drieux. Donc le premier livre que je recommanderais pour ceux qui voudraient découvrir Drieux, c'est le roman Rêveuse bourgeoisie. Le roman... Oui, allez-y. Allô ? Allô ? Oui. Le roman Gilles, alors est
un petit peu plus compliqué parce que c'est un roman à clé. Donc, tous les personnages du roman Gilles sont des personnages qui ont existé. On retrouve Gaston Bergerie, on retrouve Louis Aragon, mais il est un petit peu plus compliqué à comprendre parce que si effectivement on n'a pas les clés, on ne voit pas, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Voilà. Mais si effectivement on a les clés pour lire ce roman, c'est un roman extraordinaire. Eh bien, écoutez, Thierry Bouclier, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs votre ouvrage, la biographie de Drieux-La Rochelle, dans la collection Qui suis-je aux éditions Pardel. Je vous dis au revoir. Je dis au revoir à nos auditeurs et je remercie Arnaud à la technique et je vous dis, chers auditeurs, au lundi 26 avril. Merci. Merci beaucoup.